Un enfant peut-il arrêter une grande entreprise avec une seule phrase? L'histoire d'aujourd'hui parle du courage d'un enfant. Notre public est principalement composé d'adultes. Avez-vous des enfants? Comment les avez-vous élevés pour qu'ils soient courageux? Vos conseils pourraient inspirer des milliers de personnes. Jacques Miller avait appris à se faire petit. 12 années passées à balayer des sols en marbre et à polir des vitres lui avaient appris à se fondre dans l'architecture, à se déplacer sans faire de bruit, à porter le silence comme un deuxième uniforme. Orion Global ne lui a jamais demandé d'être visible. On lui demandait seulement de nettoyer, et il le faisait avec une fierté tranquille qu'aucun salaire ne pouvait mesurer. Il savait quels ascenseurs bourdonnaient légèrement faux, quel coin de la moquette de la salle de réunion s'enroulait sur les bords, quel couloir captait le soleil de fin d'après-midi et brillait comme des rivières dorées lorsqu'ils étaient bien cirés. Pour les cadres en costume, Jacques était invisible. Pour lui, l'invisibilité était une question de survie. Mais la survie n'est pas synonyme de sécurité. Il l'apprit un vendredi après-midi qui sentait vaguement l'encre d'imprimante et la déception. « Jacques », dit son supérieur, debout dans l'embrasure de la porte d'un petit bureau à l'arrière aux parois en verre dépoli. « Pouvez-vous entrer un instant ?» Et j'entends... La pièce était plus froide que le couloir. Sur le bureau se trouvait un seul dossier, impeccable, impersonnel, qui attendait déjà. Le superviseur ne s'assit pas. Il ne regarda pas Jacques dans les yeux. Il se contenta de pousser le dossier vers lui avec le détachement de celui qui suit des ordres auxquels il ne veut pas admettre avoir donné son accord. Jacques l'ouvrit. Des lettres noires sur du papier blanc, assez tranchantes pour mettre fin à 12 ans de loyauté. Poste supprimé, avec effet immédiat. Sa poitrine se serra comme si quelqu'un lui avait tordu les côtes. « Il doit y avoir une erreur », dit Jacques doucement, en prenant soin de ne pas paraître désespéré. « Je n'ai jamais été en retard. Je couvre les quarts de travail que personne d'autre ne veut. Il s'arrêta. Les mots lui semblaient trop fragiles dans sa bouche. Le superviseur se déplaça, mal à l'aise. « Je n'y peux rien », murmura-t-il. La phrase bien rodée de quelqu'un qui se protège de la culpabilité. L'entreprise se restructure. Elle investit dans l'automatisation et réduit les budgets. Vous comprenez? Jacques ne comprenait pas. Ou peut-être que si. Et c'était pire. Il comprenait que la loyauté n'était pas à toute épreuve, que l'invisibilité, qui était autrefois une forme de sécurité, pouvait tout aussi bien signifier qu'on pouvait se passer de lui. Il fixa le papier, dont l'encre s'estompait déjà sous le poids des souvenirs. Les nuits de travail qui l'avaient empêché d'assister aux pièces de théâtre de Lily à l'école. Les vacances, pendant lesquelles il avait travaillé pour lui offrir des cadeaux de Noël. Les longues heures passées à polir les sols jusqu'à ce qu'ils brillent comme du verre, afin que les autres puissent marcher sans remarquer le travail sous leurs pieds. Il referma doucement le dossier, comme si la brutalité pouvait briser le peu de dignité qui lui restait. « J'ai encore des factures à payer », dit-il doucement. Mais le superviseur jetait déjà un coup d'œil à sa montre. La réunion était terminée avant même d'avoir commencé. Lorsque Jacques revint dans le couloir, les murs d'Orion Global lui semblaient plus hauts, plus froids, plus indifférents que jamais. Il traversa le hall avec sa boîte contenant ses affaires, passant devant les sculptures en verre et l'acier poli qui se moquait désormais de lui par leur permanence. Son reflet dans le sol en marbre semblait plus petit que dans ses souvenirs. Ce soir-là, il rentra chez lui en tenant la main de Lily. Elle avait 6 ans, ses tresses rebondissaient. Son sac à dos était décoré d'autocollants représentant des étoiles et des arcs-en-ciel. Elle sautillait à ses côtés en fredonnant une mélodie qu'elle avait apprise à la maternelle. Elle ne remarqua pas que ses doigts serraient les siens comme s'ils s'accrochaient à la dernière chose stable de sa vie. « Papa, on peut manger une glace ?» demanda-t-elle d'un ton enjoué. « Pas ce soir, ma puce », répondit-il en esquissant un sourire. Sa voix se brisa malgré tout. Lily pencha la tête, l'observant comme le font les enfants lorsqu'ils sentent le poids que les adultes tentent de cacher. « Pourquoi tes yeux sont-ils tristes ?» Jacques déglutit et regarda devant lui. La silhouette de la ville était illuminée comme une constellation, et au milieu de tout cela s'élevait Orion Global, brillant, puissant, inaccessible. Pour tout le monde, c'était un symbole de progrès, une tour d'étoiles. Pour Jacques, ce n'était plus qu'un rappel de l'endroit qui avait décidé qu'il n'existait plus. Il serra la main de Lily plus fort. « Je suis juste fatigué », dit-il. Mais alors qu'il marchait sous les néons et le bourdonnement des voitures qui passaient, Jacques connaissait la vérité. Ce n'était pas seulement de la fatigue. C'était le genre de vide qui survient lorsque les étoiles que vous nettoyez depuis 12 ans s'éteignent soudainement
et que vous vous retrouvez seul face à l'obscurité. Les enfants voient plus que ce que les adultes veulent bien leur montrer. Ils captent les hésitations entre les phrases, la façon dont une fourchette s'arrête en plein mouvement, les détails que nous pensons passer inaperçus. Ce soir-là, l'appartement des Miller sentait légèrement l'ail et la sauce tomate. Le genre de dîner que Jacques préparait toujours quand l'argent était rare. Simple, copieux, bon marché. Mais l'atmosphère autour de la table était plus lourde que la vapeur qui s'élevait des spaghettis. Jacques fit tourner sa fourchette une fois, 2 fois, puis la reposa, son assiette presque intacte. Lily mâchait lentement, ses yeux passant de ses pattes au visage de son père. Il regardait au-delà d'elle, vers un endroit qu'elle ne pouvait pas voir. Les cernes sous ses yeux semblaient plus sombres ce soir-là. Ses épaules étaient affaissées, ce qui le faisait paraître plus âgé que ses 39 ans. Elle déglutit et posa sa fourchette avec précaution. « Papa ?» demanda-t-elle doucement. « Pourquoi tes yeux sont-ils tristes ?» Jacques cligna des yeux comme si ses paroles l'avaient ramené d'une falaise. Il esquissa un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Je suis juste fatigué, ma puce. La journée a été longue. » Elle ne le crut pas, mais acquiesça. Elle avait appris que les adultes aimaient garder des secrets, et que parfois, faire semblant de les croire était le seul moyen de maintenir la paix. Après le dîner, Lily s'occupa avec ses crayons de couleur, dessinant son lapin en peluche assis sur un arc-en-ciel. Elle fredonna doucement, faisant semblant de ne pas remarquer que Jacques empilait soigneusement le courrier non ouvert sur la table de la cuisine. Il lissa les enveloppes comme s'il repassait des plis, mais le froncement de son front ne fit que s'accentuer. Plus tard, alors qu'elle se blottissait sous sa couverture, Bunny serrée contre sa poitrine, elle entendit le murmure de sa voix résonner dans le couloir. Jacques avait emporté son téléphone dans la cuisine, mais les murs des petits appartements sont fins. « Je ne sais pas combien de temps je pourrais payer l'électricité sans ce travail », murmura-t-il à son interlocuteur. « Le loyer est déjà en retard. Lily a besoin de fournitures scolaires le mois prochain. Je trouverai une solution. » Mais sa voix se brisa, faible et rauque. « Je ne sais tout simplement pas ce qu'il me reste à trouver. » Les petits poings de Lily se crispèrent autour des oreilles de son lapin. Elle ne comprenait pas ce qu'étaient les licenciements, l'automatisation ou la restructuration, mais elle comprenait son père. Il ne laissait jamais refroidir les spaghettis. Il ne soupirait jamais comme ça, sauf si quelque chose n'allait pas. Et il ne lui avait jamais laissé entendre la peur dans sa voix. Sa poitrine brûlait d'un sentiment trop grand pour son petit corps. Elle ne savait pas encore le nommer, mais elle en connaissait la forme. C'était injuste. Injuste que son papa, qui travaillait plus dur que quiconque, soit assis seul, le regard sombre. Injuste que quelqu'un lui ait pris quelque chose d'important, et par extension, à elle aussi. Quand elle se glissa sur la pointe des pieds dans la cuisine 1 heure plus tard, elle le trouva affalé sur une chaise, endormi à table. Des factures étaient éparpillées autour de lui comme après une tempête, des enveloppes déchirées, des chiffres entourés au stylo rouge, la tête posée entre ses mains comme s'il pouvait ainsi bloquer le poids qui l'écrasait. Lily s'approcha en tapotant, son lapin suspendu à son côté. Elle examina le champ de bataille de papier autour de lui, mais ne comprit rien aux chiffres. Pour elle, il ressemblait à des gribouillis furieux, comme un professeur qui note avec trop d'encre rouge. Elle avait envie de les jeter tous à la poubelle et de lui dire qu'ils n'avaient aucune importance. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle grimpa prudemment sur la chaise à côté de lui. Elle posa son lapin sur la table, entre les factures, comme si la peluche pouvait monter la garde pendant que son père dormait. Se penchant vers lui, elle murmura dans le silence de la pièce. « On va arranger ça », promit-elle d'une voix faible mais assurée. « Je t'aiderai, papa, je te le promets. » Puis elle appuya sa joue contre la table, sa petite main posée près de la sienne. Ses paupières s'alourdissaient, mais sa détermination restait intacte. Dans le silence de cette cuisine exiguë, tandis que Jacques faisait des rêves agités de dettes et d'échéances, Lily rêvait d'autre chose, d'un moyen de lutter contre l'injustice avec la seule arme dont elle disposait, son courage. Victoire Hale vivait dans un cocon de verre. La tour qu'elle dirigeait s'élevait au-dessus de la ville comme une lame de lumière. Chaque douleur était polie jusqu'à briller si fort qu'elle semblait couper le ciel. Son bureau, au 50e étage, était une cathédrale de fenêtres où la ville s'inclinait sous ses pieds dans un quadrillage de phares et d'acier. De l'extérieur, elle semblait intouchable. Et pendant des années, elle s'est assurée que c'était exactement ce que les gens croyaient. Les journaux l'adoraient. Ils la qualifiaient de « acier avec style ». Une femme capable de conclure des contrats d'1 milliard $ le matin et de monter sur scène le soir même sans maculer son rouge à lèvres.
Les magazines la présentaient comme la preuve que la détermination et l'ambition pouvaient réécrire le destin. C'était la fille qui avait grandi dans un studio avec une mère femme de ménage et un père qui avait disparu avant qu'elle n'apprenne à lasser ses chaussures. Elle était passée des bons alimentaires au classement Forbes en apprenant une seule leçon: ne jamais laisser personne voir ses faiblesses. Lors des réunions, elle était précise, elle ne fléchissait jamais, sa voix ne tremblait jamais. Sur les photos, ses yeux brillaient d'intelligence, mais jamais de chaleur. Le monde admirait son sang-froid. Ce qu'il ne voyait pas, c'était le silence qui l'accompagnait chaque soir chez elle. Le penthouse vide, où ses talons claquaient sur le marbre, sans autre écho que le sien. Ses yeux, si prompts à disséquer les contrats et à détecter les mensonges, s'alourdissaient quand personne ne la regardait. Elle portait son succès comme une armure, et une armure, par définition, ne respire pas. Elle ne connaissait pas le nom de Jacques Miller. Pour elle, les concierges n'étaient que des chiffres dans une colonne, des coûts à réduire au nom de l'efficacité. Elle ne regardait jamais les visages derrière les uniformes, ne s'arrêtait jamais pour considérer les mains qui polissaient les vitres derrière lesquelles elle se tenait. Orion Global fonctionnait grâce à des systèmes, pas à des sentiments. Chaque personne dans son immeuble était un rouage dans la machine, et si un rouage s'usait, il était remplacé. C'était ainsi que la machine continuait de fonctionner, c'était ainsi qu'elle restait au sommet. Mais parfois, même le verre le plus transparent reflète quelque chose qu'il ne peut ignorer. Le jour où elle a approuvé le budget qui supprimait le poste de Jacques, elle n'a pas hésité. Elle n'avait pas pensé à lui raccompagnant sa fille à la maison, ni aux factures éparpillées sur la table de sa cuisine. Elle n'avait pensé qu'aux rapports trimestriels, aux appels des investisseurs, à l'exigence incessante de croissance. Elle avait cliqué sur son stylo, paraphé la ligne et passé au point suivant de l'ordre du jour. Ce n'était rien de personnel, ce n'était jamais personnel. C'est ce qu'elle se répétait sans cesse lorsque le souvenir des mains rugueuses de sa mère lui revenait sans y être invitée. Pourtant, derrière des portes closes, Victoire ressentait parfois un léger bourdonnement de dissonance. Elle pouvait le faire taire avec une autre affaire, une autre distinction, un autre rappel que la faiblesse n'avait pas sa place dans son monde. Et pourtant, tard dans la nuit, debout pieds nus devant les baies vitrées, elle appuyait sa paume contre la vitre et sentait le froid s'infiltrer dans ses os. La ville scintillait sous ses pieds comme une constellation, mais les constellations sont lointaines. Les étoiles ne vous tiennent pas compagnie. Elle croyait avoir construit une forteresse trop haute pour que quoi que ce soit puisse l'atteindre. Mais les forteresses ont des failles, et parfois, il ne faut pas une armée pour les détruire. Parfois, il suffit d'un enfant. Victoire Hale n'avait aucune idée qu'une fillette de 6 ans, le regard enflammé et un sac à dos glissant d'une épaule, allait bientôt passer devant ses gardes et entrer dans son bureau sans y être invitée. Elle ne savait pas que sa forteresse de verre était sur le point de trembler. Elle ne savait pas qu'une seule voix, petite mais inébranlable, pouvait être plus tranchante que n'importe quel titre de journal, n'importe quelle trahison dans une salle de réunion, n'importe quel rival qu'elle avait jamais affronté. Et lorsque cela se produirait, ce ne seraient pas les marchés, les actionnaires ou les stratégies qui la changeraient. Ce serait cette petite fille qui lui rappellerait, avec des mots simples, la vérité qu'elle avait passé toute sa vie à enfouir. Les gens ne sont pas des lignes budgétaires, ce sont des histoires, et certaines histoires refusent d'être réduites au silence. Les lundis matins chez Orion Global se déroulaient toujours selon le même rythme. Le hall en marbre résonnait du bruit des talons frappant le sol comme des métronomes, des mallettes se refermant et des voix suffisamment fortes pour prouver leur importance. Les écrans le long des murs diffusaient les cours de la bourse et les gros titres de l'actualité. Un bourdonnement constant de progrès. C'était une cathédrale du commerce, et tout le monde à l'intérieur jouait son rôle. Les stagiaires équilibrant des plateaux de café, les cadres lissant leurs cravates, les réceptionnistes répétant leurs sourires. Ordre, précision, contrôle, jusqu'à 9h07. La porte tournante tournait maladroitement, sans attirer l'attention de quiconque au début, jusqu'à ce qu'une petite silhouette s'y engouffre avec plus de détermination que de force. Lily Miller trébucha dans le hall, les cheveux en bataille, son uniforme scolaire froissé, un sac à dos rose pendu de travers sur ses petites épaules. Elle semblait déplacée au milieu du verre imposant et de l'acier froid, comme une tache d'aquarelle sur le plan d'un architecte. Mais elle ne faiblit pas. Elle avança d'un pas décidé, se faufilant entre les stagiaires surpris, ses baskets grinçant sur le marbre poli. Le gardien de sécurité, Alan, fronça les sourcils en sortant de derrière son bureau. Il avait vu des manifestants, des journalistes
et même un homme qui avait essayé de faire passer une chèvre dans le hall, mais jamais cela. « Excusez-moi, petite demoiselle, dit-il d'une voix ferme mais aimable. Où sont vos parents ?» Lily s'arrêta, fit demi-tour et leva le menton. Sa voix était faible, mais elle portait loin. « Je suis ici pour le patron. Je dois parler à l'homme qui a pris le travail de mon papa. » L'atmosphère dans le hall changea. Les conversations s'interrompirent au milieu d'une phrase. Une douzaine de têtes se tournèrent, puis 2 douzaines. Des exclamations parcoururent la foule comme si quelqu'un avait fissuré le marbre lui-même. Les téléphones se levèrent, les appareils photos s'animèrent. Le spectacle était trop étrange, trop brut pour être ignoré. Alan cligna des yeux, la main figée à mi-chemin vers son talkie-walkie. « Chérie », réessaya-t-il en baissant le ton, « tu ne peux pas simplement… » Mais Lily l'interrompit avec une fermeté bien trop grande pour sa petite taille. « Je ne partirai pas avant de l'avoir vue. » Elle serra plus fort les bretelles de son sac à dos, comme pour s'ancrer contre le flot de regards qui la fixait. « Mon papa nettoyait cet endroit tous les jours. Il le faisait briller et vous les avez laissés le détruire. » Des murmures se propagèrent. Un cadre près des ascenseurs marmonna quelque chose à propos de responsabilité. Une réceptionniste se couvrit la bouche, les yeux écarquillés. Un jeune stagiaire chuchota « Est-ce que c'est vrai ?» Au-dessus d'eux, des caméras pivotaient silencieusement, capturant chaque seconde. Dans la salle de contrôle, un agent de sécurité appuya sur un bouton et au 40e étage, le téléphone de Victoire Hale vibra pour signaler une alerte. Perturbation causée par un enfant dans le hall. Victoire était en pleine réunion, son assistant se tenait à ses côtés avec une tablette remplie de graphiques. Au début, elle jeta à peine un coup d'œil à son téléphone. Les perturbations n'étaient pas rares, mais lorsqu'elle appuya sur le bouton et que l'écran s'emplit de l'image d'une fillette de 6 ans, se tenant seule au milieu de son empire, le regard enflammé, quelque chose en elle se figea. Les bavardages dans la salle de réunion devinrent flous, insignifiants. Dans le hall, Alan s'avança, ne sachant pas trop comment réagir face à une enfant qui menait une révolution. « Mademoiselle, vous ne pouvez vraiment pas faire ça. » La voix de Lily tremblait, mais ne se brisa pas. « S'il vous plaît, » dit-elle plus fort. « Maintenant, rendez son travail à mon papa. Il dit que les sols brillants rassurent les gens. Vous ne voulez pas que les gens se sentent en sécurité ?» Ces mots eurent plus de poids que le marbre, plus que l'acier. Les téléphones captèrent chaque syllabe, chaque lueur de défi sur son petit visage. Et à cet instant, l'ordre impeccable d'Orion Global se fissura juste assez pour laisser transparaître quelque chose d'humain. Alan baissa la main de son talkie-walkie. Autour de lui, le hall d'entrée n'était plus en effervescence. Tout le monde retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. Et à l'étage, Victoire Hale, la femme faite de verre et d'acier, fixait l'écran et comprenait qu'il ne s'agissait pas d'un simple incident. C'était le début d'une tempête. Tout avait commencé par une vidéo tremblante filmée avec un téléphone portable. Une nouveauté en ce lundi matin. Une petite fille vêtue d'un uniforme scolaire froissé traversait le hall en marbre d'Orion Global comme si elle était chez elle. Les agents de sécurité ont tenté de l'arrêter, mais elle a tenu bon, le menton levé, les poings serrés autour des bretelles de son sac à dos rose. Au début, les gens ont ri. Un enfant dans le hall, c'était inhabituel, mais pas historique. Puis, sa voix a empli l'air, parfaitement captée par les microphones cachés dans le plafond. « S'il vous plaît, madame, redonnez son travail à papa. Il nettoie le sol pour qu'il brille de 1000 feux. » Il dit « Les bâtiments ne brillent pas si les gens s'en moquent. Mon papa s'en soucie. » Ces mots, bruts et tremblants de sincérité, ont brisé le rythme raffiné du bâtiment. La réceptionniste à l'accueil s'est mordu la lèvre jusqu'au sang, puis a discrètement enregistré la vidéo de sécurité sur son téléphone. Plus tard, lorsqu'elle l'a mise en ligne sur son compte social, elle n'a même pas pris la peine d'ajouter une légende. Elle a simplement écrit « Ça m'a bouleversé ». À midi, la vidéo avait déjà fait le tour des fils d'actualité de la ville. À 14h, elle avait été partagée dans une douzaine de langues. À l'heure du dîner, elle était partout. Une enfant debout dans le hall d'une entreprise trop grande pour faire faillite, implorant que l'on respecte la dignité de son père. C'était le genre d'image qui n'avait pas besoin d'explication. Les hashtags ont fleuri comme des fleurs sauvages. Dièse, redonner son travail à papa. Mon papa se soucie du signe dièse des sols brillants. Les animateurs de talk show en débattaient entre les pauses publicitaires. Les présentateurs de journaux télévisés passaient la vidéo en boucle, leur voix raffinée s'efforçant de retenir quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'émotion. Dans un monde d'automatisation et de licenciement, un commentateur s'est demandé
Que signifie le fait que le coût humain soit mesuré par la supplication d'une enfant? La vidéo ne faisait pas seulement le buzz. Elle déclençait quelque chose que les gens n'avaient pas ressenti depuis longtemps. Une indignation qui était aussi de la tendresse. Un rappel que derrière chaque décision d'entreprise se cachait un visage humain. Et parfois, ce visage était celui d'une fillette de 6 ans aux cheveux en bataille et à la voix tremblante. Chez Orion Global, les employés se sont rassemblés dans les salles de pause pour discuter à voix basse de la vidéo. Certains l'ont regardée en secret, les larmes aux yeux. D'autres l'ont regardée ouvertement, la colère bouillonnant dans leur poitrine. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais parlé à Jacques Miller, mais ils le connaissaient. C'était l'homme qui leur faisait un signe de tête dans les couloirs, qui leur tenait la porte quand ils avaient les bras chargés de papier, qui polissait le sol du hall jusqu'à ce que leur reflet leur renvoie une image fantomatique. Maintenant, il connaissait aussi sa fille. Pendant ce temps, dans son bureau d'angle, 50 étages plus haut, Victoire Heil était figée. Son assistant lui avait apporté la vidéo, le visage pâle, les doigts tremblants autour de la tablette. « Vous devriez voir ça », dit-il doucement. Il appuya sur « Play ». Victoire se cala dans son fauteuil en cuir tandis que la vidéo défilait. Elle regarda l'enfant repousser ses gardes. Elle entendit les mots résonner dans les haut-parleurs, bruts et spontanés. « Mon papa s'occupe de moi. » L'assistant s'éclaircit la gorge, prête à se lancer dans une stratégie de relations publiques, mais Victoire ne l'entendit pas. Elle fixait le visage de la fillette, si petit et pourtant si déterminé. Et pour la première fois depuis des années, quelque chose se brisa dans son armure impeccable. Elle avait fait face à des trahisons dans les salles de réunion, à des prises de contrôle hostiles, à des poursuites judiciaires qui avaient terni sa réputation, et elle n'avait jamais faibli. Mais la supplication d'une enfant, simple, humaine, indéniable, la bouleversait comme rien d'autre ne l'avait jamais fait. La ville à l'extérieur scintillait, aveugle à la tempête qui se préparait en elle. Sur son bureau se trouvaient les rapports financiers du matin, des colonnes bien ordonnées de profits et de pertes. Il lui semblait soudainement insignifiant, car si les chiffres pouvaient être gérés, manipulés et cachés, la voix de cette petite fille était impossible à manipuler. Elle transperçait toutes les défenses que Victoire avait mis toute une vie à construire. Et même si elle ne l'aurait jamais admis à voix haute, une seule pensée murmurait dans le silence de son bureau « Qu'ai-je fait ?» Le hall d'entrée d'Orion Global n'était pas un lieu propice à la rébellion. Il était conçu pour la conformité. Le sol en marbre était si poli qu'il reflétait vos hésitations. Les murs en verre vous donnaient l'impression d'être exposés sous tous les angles et le silence d'un ordre contrôlé empêchait quiconque de parler plus fort que nécessaire. Mais ce matin-là, au milieu de toute cette puissance silencieuse, une fillette de 6 ans planta ses baskets sur le marbre et refusa de bouger. 2 agents de sécurité s'approchèrent d'elle, Alan en tête, sa large main tendue comme un panneau stop. Il avait déjà eu affaire à des manifestants dans la presse, mais cette fois-ci, c'était différent. Les poings de la fillette étaient crispés autour des bretelles de son sac à dos, ses tresses légèrement inégales, son menton relevé plus haut que ne le permettait sa petite taille. « Très bien, maintenant », dit Alan avec précaution, « tu dois venir avec nous. » Il posa doucement la main sur son épaule. Non, sa voix se brisa, mais ne vacilla pas. Le son surprit tous ceux qui l'entendaient. « Si vous me renvoyez, qui lui dira la vérité ?» La foule qui s'était rassemblée, composée de cadres avec des tasses de café fumantes et de stagiaires figés, un bloc-notes à la main, cessa de faire semblant de ne pas regarder. Ils se penchèrent maintenant, attirés par la force fragile de la petite silhouette qui tenait bon. Lily fouilla dans son sac à dos et en sortit un morceau de papier plié, dont les bords étaient cornés à force d'avoir été trop souvent transportés. Elle le brandit au-dessus de sa tête à 2 mains, haussant la voix. « C'est mon papa ». Le dessin était grossier, coloré, du genre que seul un enfant pouvait faire. Jacques était là, grand comme un bonhomme allumette, un balai à la main, debout à côté d'un immeuble de verre imposant qui scintillait de traits de crayon jaune. Dans un coin, une petite fille avec un sac à dos rose lui souriait. « C'est grâce à lui que vos sols brillent comme des miroirs », s'écria Lily. « Il les fait briller pour que les gens se sentent en sécurité. On ne peut pas renvoyer des miroirs. » Un silence s'est abattu sur le hall. Certains employés se sont agités, mal à l'aise. D'autres ont serré les lèvres, luttant contre l'émotion qu'ils ne s'attendaient pas à ressentir au travail. De la honte. Un homme près de l'ascenseur toussa dans son poing. Une jeune femme près de la réception applaudit une fois, presque instinctivement, puis s'arrêta, embarrassée, mais le son sembla briser le barrage. Un autre applaudissement suivit, puis un autre.
jusqu'à ce qu'une salve d'applaudissements discrets emplit le hall en marbre. Alon s'accroupit légèrement, essayant de se mettre à la hauteur des yeux de Lily. « Ma chérie, dit-il d'un ton prudent, tu ne peux pas simplement entrer ici et… » Mais Lily l'interrompit, sa petite voix portant plus de conviction que les discours raffinés qui résonnaient quotidiennement entre ses murs. « Les adultes parlent toujours de règles, dit-elle en serrant son dessin contre sa poitrine. Mais moi, je parle d'amour, et l'amour est plus important. » Les mots tombèrent comme des pierres dans une eau calme, se propageant dans tous les coins du hall. Les cadres se regardèrent, soudainement conscients des caméras au-dessus de leur tête, conscients de leur propre reflet dans le sol en marbre, conscients qu'ils étaient jugés, non pas par le cours des actions, ni par les objectifs trimestriels, mais par une enfant qui osait dire ce qu'ils avaient oublié. Alon ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il regarda la petite fille, puis les dizaines de téléphones brandis autour d'eux, capturant l'instant en temps réel. Dans un bureau d'angle, Victoire Heil regardait les images diffusées en direct sur sa tablette. Elle avait déjà affronté des actionnaires hostiles dans des batailles judiciaires, mais jamais cela. Une enfant pas plus grande que son bureau, réécrivant les règles du pouvoir dans son hall d'entrée. En quelques heures, ces mots « Je dis l'amour, et l'amour est plus important » allaient défiler sur les fils d'actualité, faire la une des journaux, être chuchotés dans les salles de classe et les cafés. Le monde ne regardait plus la fille d'un concierge. Il regardait une porte-parole de la vérité trop petite pour les costumes qui l'entouraient, trop pure pour les excuses qui avaient enterré l'empathie sous les chiffres. À cet instant, Lily Miller a cessé d'être une simple enfant en uniforme froissé. Elle est devenue le miroir que son père avait passé 12 ans à polir, reflétant à Orion Global et au monde entier la simple vérité qu'ils avaient oubliée. L'amour fait briller le sol plus que les règles ne le feront jamais. Victoire Heil avait traversé des tempêtes auxquelles la plupart des cadres n'auraient jamais survécu. Elle avait affronté des PDG rivaux derrière des tables en acajou poli, paré les accusations des journalistes, fait taire les rumeurs de scandale avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Elle avait bâti son empire sur le contrôle, précis, délibéré, absolu. Pourtant, en regardant les images diffusées sur les écrans géants du hall d'Orion Global, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Un changement qu'elle ne pouvait contrôler. L'image était simple, inoffensive, voire absurde. Une petite fille en uniforme scolaire froissé, debout au centre de son hall en marbre, serrant un dessin au crayon comme s'il s'agissait d'une arme. Mais le frisson qui parcourut la poitrine de Victoire fut plus vif que n'importe quelle attaque dans une salle de réunion. « Faites-la monter », dit Victoire d'un ton sec. Son assistant cligna des yeux, hésita. « Maintenant », ajouta-t-elle, d'un ton aussi tranchant que le verre. Au moment où Lily Miller fut escortée dans l'ascenseur, le bâtiment bourdonnait d'attention, qui se propageait de bureau en bureau. Les employés chuchotaient, les téléphones s'illuminaient d'alertes d'actualité, et des inconnus dans la rue collaient leur visage aux vitres, espérant apercevoir l'enfant qui avait osé réprimander l'intouchable Orion Global. Le 40e étage était calme lorsque les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Lily sortit entre deux gardes de sécurité nerveux, ses baskets grinçant sur le sol immaculé. Ses mains serraient si fort les bretelles de son sac à dos que ses jointures blanchissaient, mais elle gardait le menton levé. Elle n'avait jamais vu de plafond aussi haut, ni de fenêtres qui engloutissaient tout l'horizon, mais elle ne se laissa pas intimider par la taille des lieux. Les agents la conduisirent au cœur du bureau de Victoire Heil et les portes se refermèrent derrière elle dans un léger sifflement. La pièce était vaste, bordée de livres qu'elle ne pouvait pas lire et de récompenses qui brillaient comme des trophées venus d'un autre monde. Le bureau à lui seul semblait plus grand que la table de sa cuisine à la maison. Victoire était assise derrière, parfaitement composée, vêtue d'un tailleur sombre, impeccablement repassé, ses cheveux blonds relevés sans un cheveu qui dépasse. Elle ne se leva pas. Elle examina l'enfant devant elle comme elle aurait examiné une acquisition potentielle, la mesurant, la pesant, la disséquant. Lily la fixait, les yeux écarquillés, non pas de peur, mais d'admiration mêlée à une détermination farouche. Le silence s'éternisa. Puis, elle prit la parole, d'une voix faible mais assurée. « Êtes-vous la dame qui a pris le travail de mon papa ?» La question ne résonna pas dans la pièce, mais elle eut plus d'impact que n'importe quelle accusation que Victoire avait jamais entendue dans une salle d'audience. Elle n'était pas formulée dans un jargon technique, ni adoucie par la diplomatie. Elle était brute, nue, sans réponse possible. Pour la première fois depuis des années, Victoire n'avait pas de réponse toute prête. Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Elle pouvait réciter les chiffres trimestriels,
expliquer l'automatisation, blâmer la restructuration. Elle pouvait dire « ce n'est pas personnel ». Cette phrase qu'elle avait utilisée tant de fois était devenue son bouclier. Mais les mots se fanèrent avant de pouvoir sortir de sa bouche. Comment expliquer à une enfant que son père n'était rien de plus qu'une ligne dans un bilan? Lily changea de position, mais ne détourna pas le regard. Elle sortit le dessin au crayon plié de son sac à dos et le posa délicatement sur le bord du bureau de Victoire. La PDG baissa les yeux. Un bonhomme filiforme se tenait à côté d'un immeuble imposant en verre jaune. À côté de lui, une petite fille avec un sac à dos rose lui souriait. Au-dessus d'eux, Lily avait écrit en lettres irrégulières « Mon papa m'aime ». Victoire sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Elle avait bâti sa carrière en gardant son cœur à l'abri, en ne laissant jamais ses souvenirs influencer ses affaires. Mais la vue de ce dessin ouvrait une porte qu'elle pensait avoir fermée à jamais. Elle se souvenait des mains calleuses de sa mère frottant le sol, des nuits où il mangeait des haricots en conserve à la lueur d'une bougie, parce que l'électricité avait été coupée. Elle s'était extirpée de cette vie en refusant d'être vulnérable, en se promettant de ne plus jamais être impuissante. Et pourtant, elle se retrouvait là, bouleversée par un bout de papier coloré hors des lignes. La voix de Lily rompit à nouveau le silence. « Il n'a rien fait de mal », murmura-t-elle. « Il a juste fait briller vos sols. Pourquoi l'avez-vous rendu triste ?» La gorge de Victoire se serra. Au cours de décennies de stratégies acharnées, de transactions tardives et de maisons vides, personne ne lui avait jamais posé cette question. Pas comme ça. Et pour la première fois, elle se rendit compte qu'elle n'avait pas de réponse toute prête. Jacques Miller était assis, voûté, à la table de la cuisine. La même table où il avait autrefois posé les livres de coloriage de Lily, à côté de sa tasse de café. La même table où Rachel avait ri devant des crêpes brûlées des années avant de disparaître. Ce soir, elle était couverte de factures, d'enveloppes tamponnées en rouge, d'avis de retard, de rappels de paiement empilés comme des accusations. Les chiffres se confondaient jusqu'à ne plus avoir aucun sens. Loyer, services publics, dettes médicales, courses, l'arithmétique cruelle de la survie. Il appuya son pouce contre sa tempe, essayant de faire disparaître le martèlement dans sa tête. Il avait dit à Lily ce qu'il pensait être suffisant, que les emplois n'étaient pas toujours justes, que parfois le monde prenait sans demander, que les adultes portaient des fardeaux que les enfants ne devraient pas avoir à voir. Il avait espéré qu'elle oublierait sa voix tendue, la façon dont il s'attardait trop longtemps, fixant l'horizon sombre à l'extérieur de la fenêtre de sa chambre. Elle avait 6 ans. Elle méritait des histoires, pas la pénurie. Il n'avait jamais imaginé qu'elle essaierait de porter ce poids elle-même. On frappa brusquement à la porte. Jacques repoussa sa chaise, fatigué, s'attendant à une livraison, ou peut-être au propriétaire avec un autre rappel. Il ne pouvait pas répondre. Au lieu de cela, lorsqu'il ouvrit la porte, Madame Carter se tenait là, sa voisine d'en face, les joues rouges, le téléphone serré dans ses mains. Sa voix était rapide, presque tremblante. « Jacques, n'est-ce pas votre Lily ?» Il fronça les sourcils, perplexe, jusqu'à ce qu'elle lui montre son téléphone. La lueur de l'écran illumina son visage et il la vit alors. Sa petite fille se tenait au milieu du hall en marbre d'Orion global. Les tresses détachées, le sac à dos glissant de son épaule, le menton levé, la voix forte malgré le tremblement. « S'il vous plaît, madame, redonnez son travail à papa. » Il nettoie les sols pour qu'ils brillent de 1000 feux. Il dit « Les bâtiments ne brillent pas si les gens ne s'en soucient pas. Mon papa s'en soucie. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing dans la poitrine. Une fierté intense et indéniable l'envahit, mais la terreur la suivit de près. Ses genoux se dérobèrent sous lui. La vidéo se rejoint en boucle, montrant sa fille brandissant son dessin au crayon comme une bannière, les téléphones braqués sur elle, les gardes qui l'encerclaient, les inconnus qui haletaient en arrière-plan. « Mon Dieu !» murmura-t-il. Il avait du mal à respirer. Il avait voulu la protéger de ce monde, mais elle s'y était précipitée, portant son nom sur ses petites épaules. Madame Carter se mordit sa lèvre. « C'est partout sur Internet, Jacques. Elle est partout. » Les mains de Jacques tremblaient lorsqu'il attrapa sa veste accrochée à la porte. Il ne prit même pas le temps de lasser ses bottes. « Je dois y aller, » marmonna-t-il, plus pour lui-même que pour elle. « Où ça ?» demanda-t-elle, surprise. « La chercher, » répondit-il. Sa voix se brisa et il n'essaya pas de le cacher. Il dévala les escaliers 2 par 2, le souffle court. Dans la rue, la ville semblait plus bruyante que d'habitude. Les klaxons retentissaient, les voix portaient, les néons brillaient dans la pénombre du soir, mais Jacques ne voyait presque rien. Tout ce qu'il voyait, c'était Lily, sa Lily, trop petite dans un endroit trop grand, la voix tremblante, mais courageuse. La fierté se mêlait à la peur en lui.
de la fierté parce qu'elle avait dit la vérité qu'il avait enfouie pendant des années, la vérité qu'il n'avait pas eu le courage de dire à haute voix, de la peur parce que le monde n'était pas tendre avec ceux qui disaient la vérité, surtout lorsqu'ils avaient 6 ans et qu'ils avaient des crayons de couleur à la place d'une armure. Et si elle était blessée? Et si quelqu'un se moquait d'elle? Et si ce moment, cette vidéo, la suivait pour toujours, lui volant la chance d'avoir une enfance sans honte? Jacques se fraya un chemin à travers la rue bondée, murmurant comme une prière. « S'il te plaît, mon Dieu, laisse-moi arriver avant qu'il ne brise son esprit. » Il avait survécu à des déploiements, des licenciements, des pertes, des nuits de silence si lourdes qu'elles lui coupaient le souffle. Mais rien de tout cela n'était comparable à l'idée de voir sa fille seule sous ce plafond de verre, face à un pouvoir sous lequel il avait passé toute sa vie à se recroqueviller. Il se moquait des caméras, des gros titres ou de ce que Victoire Hale pensait de lui à présent. Il se souciait de Lily et de la flamme qu'elle portait en elle et qu'il craignait que le monde tente d'éteindre. Et tandis qu'il courait, une vérité brûlait en lui plus fort que toutes les lumières de la ville réunies. Si sa fille était assez courageuse pour se battre pour lui, alors il n'avait pas le droit de continuer à vivre dans le silence. Ce soir, c'était à son tour de se battre pour elle. Le bureau était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement de la ville, loin en contrebas, étouffé par les parois de verre. Victoire Hale se pencha en avant sur sa chaise, les coudes posés légèrement sur le bureau en acajou. Elle observa la petite silhouette en face d'elle avec la même concentration qu'elle mettait dans les négociations qui avaient bouleversé des marchés entiers. Normalement, ce genre d'examen minutieux déstabilisait les gens. Les cadres chevronnés vacillaient sous son regard. Les investisseurs en capital risque se tortillaient. Les politiciens pesaient leurs mots. Mais la fillette devant elle, âgée de 6 ans, les cheveux tressés de manière inégale, les bretelles de son sac à dos serrées dans ses poings blancs, ne broncha pas. Victoire plissa les yeux comme si elle pouvait lire Lily Miller de la même manière qu'elle lisait les rapports financiers. « Aimes-tu ton papa ?» demanda-t-elle enfin d'une voix calme. Contrôlée, test. Les yeux de Lily se remplirent de larmes, mais sa voix ne trembla pas. « C'est mon meilleur ami » murmura-t-elle, puis plus fort, d'une voix plus assurée. « Il me lit des histoires avant de dormir. Il fait des crêpes le samedi, et il dit que les sols brillants donnent un sentiment de sécurité aux gens. » Elle prit une inspiration tremblante, sa poitrine se soulevant et s'abaissant. « Pourquoi voudrais-tu nous priver de cette sécurité ?» La question tomba comme une pierre jetée dans l'eau, créant des ondulations dans la pièce immaculée. L'assistant de Victoire, debout près de la bibliothèque remplie de trophées en cristal, se dandina nerveusement. Même les murs semblaient se rétrécir sous le poids de ses mots. Victoire garda une posture rigide, même si quelque chose se tordait dans sa poitrine. Les émotions, se rappela-t-elle, étaient des faiblesses. Elle avait bâti son empire en les rejetant brique par brique, décision par décision. Chaque fois que la vie essayait de l'adoucir, elle s'endurcissait au contraire. C'était le prix à payer pour survivre. L'entreprise a des règles, commença-t-elle prudemment, d'une voix mesurée, sur un ton répété. Lily frappa du pied sur le sol poli, produisant un bruit sec et surprenant dans le silence. Les règles ne te réconfortent pas quand tu as peur. Les règles ne réparent pas tes jouets. Sa petite main se crispa sur le dessin au crayon qu'elle tenait. Les gens le font, mon papa le fait. Le sang-froid soigneusement arrangé de Victoire trembla pour la première fois depuis des années. Elle cligna rapidement des yeux une fois, comme si elle pouvait balayer le poids de ses mots. Mais elle ne le pouvait pas. L'image de Jacques Miller, un homme dont elle ne connaissait même pas le nom jusqu'à aujourd'hui, envahit son esprit sans y être invitée. Elle l'imaginait polissant le verre même qu'elle utilisait comme bouclier, ses mains se déplaçant sur des surfaces qu'elle n'avait jamais remarquées, son silence couvrant des fissures qu'elle n'avait jamais reconnues. Le visage de Lily brûlait de sincérité. Elle ne demandait pas la charité, elle ne demandait même pas pour elle-même. Elle le défendait, sa voix trop faible pour l'immensité du bureau, mais pourtant assez forte pour en ébranler les fondations. Victoire regarda son assistant, qui fixait le sol comme si le grain du bois était soudain devenu fascinant. Personne dans la pièce ne semblait préparé à ce choc, non pas de loi ou de stratégie, mais de mondes qui s'entrechoquaient. Une enfant qui ne connaissait que l'amour comme monnaie d'échange, et une femme qui avait passé sa vie à tout échanger sauf un instant. Victoire repensa à sa propre enfance, aux nuits où elle restait éveillée, écoutant le souffle las de sa mère, attendant un réconfort qui ne venait jamais. Elle repensa à la promesse qu'elle s'était faite à l'époque de ne jamais avoir besoin de personne, de ne jamais laisser l'amour la rendre vulnérable. Et pourtant, cette fille était là, lui montrant d'un seul souffle la fragilité et la force de l'amour. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Les discours répétés,
les explications bien ficelées, tout cela s'était évaporé dans l'air entre elles. Elle ne regardait plus une enfant. Elle regardait la vérité, sans phare et tressée, qui la fixait sans excuse. Et pour la première fois de sa carrière, Victoire Hale ressentit quelque chose qu'elle ne pouvait ni contourner, ni faire taire, ni expliquer. Elle se sentit vaciller. La poitrine de Jacques brûlait lorsqu'il atteignit les portes tournantes d'Orion Global. Il avait couru plus vite qu'il ne l'avait fait depuis des années, les poumons à bout de souffle, la chemise trempée de sueur. Les gardes à l'entrée s'avancèrent, les mains déjà à demi levées, mais l'un d'eux aperçut le badge d'identification défraîchi, toujours accroché à la veste de Jacques. Il avait été désactivé dès que Jacques avait perdu son emploi, mais le garde reconnut Jacques. Il hésita, puis acquiesça. « Allez-y », murmura-t-il. Jacques ne perdit pas de temps à le remercier. Il traversa le hall, ignorant les escaliers, ignorant les téléphones qui étaient toujours levés pour capturer tous les angles du cirque que sa fille avait déclenché. Sa botte frappa le marbre avec une force qui ressemblait plus à du désespoir qu'à de la défiance. Le trajet en ascenseur jusqu'au 40e étage fut flou. Son cœur battait de plus en plus fort dans ses oreilles à chaque seconde qui passait, jusqu'à ce que la porte s'ouvre et le plonge dans le silence raffiné du pouvoir exécutif. Il ne frappa pas. Il fit irruption dans le bureau du PDG, le souffle court, les yeux balayant la pièce. Et elle était là, Lily, sa petite fille, debout au centre d'un monde trop grand pour elle, le menton levé comme si elle était née pour ce combat. À son immense bureau, Victoire Hale était penchée en arrière dans son fauteuil en cuir, les mains jointes, étudiant Lily non pas comme une nuisance, mais comme une énigme qu'elle n'avait pas encore résolue. Jacques eut la gorge serrée. « Je suis vraiment désolé », lâcha-t-il d'une voix rauque, brisée sous le poids de tout ce qu'il voulait protéger. Elle ne l'a pas fait exprès. Victoire leva la main pour l'interrompre. Elle pensait chaque mot. La pièce devint silencieuse. Jacques se figea au milieu de son pas, la poitrine haletante. Son instinct lui criait de s'excuser à nouveau, de battre en retraite, d'éloigner sa fille de cet endroit avant que son innocence ne soit complètement engloutie. Mais avant qu'il n'ait pu bouger, Lily glissa sa petite main dans la sienne. Ses doigts se crispèrent, le stabilisant d'une manière qu'il n'avait pas prévue. « Papa », murmura-t-elle, les yeux brillants, « je lui ai parlé de toi. Je lui ai dit que tu tenais à elle. » Jacques retint son souffle. Il baissa les yeux vers elle, puis regarda à nouveau la femme qui tenait son avenir entre ses mains, un sourcil levé. Sa voix était basse mais ferme. « Je ne veux pas de pitié, » dit-il. « Je veux juste travailler pour prendre soin d'elle. » Le regard de Victoire passa de Lily à Jacques, puis revint sur elle. Pendant une fraction de seconde, quelque chose se brisa derrière son masque impeccable. Ses yeux s'adoucirent de manière presque imperceptible, mais suffisamment pour que Jacques le remarque. Et à cet instant, quelque chose de longtemps enfoui remua en elle, quelque chose qu'elle avait passé des années à prétendre inexistant. La compassion. Le silence s'éternisa. Jacques le sentait peser sur lui, aussi lourd que la ville à l'extérieur. Il pensa à Rachel, aux promesses qu'il avait faites de protéger Lily, à la honte d'avoir été invisible pendant si longtemps. Il se redressa, même si ses jambes tremblaient. Victoire tapota le bureau du bout des doigts, comme pour se tester elle-même plus que lui. « Vous vous souciez d'elle », répéta-t-elle doucement, le regard fixé sur le dessin au crayon de Lily, qui gisait maintenant sur le coin de son bureau. « Et elle vous croit ». Jacques déglutit péniblement, serrant sa fille dans ses bras. « Parce que c'est vrai ». Pendant un instant, personne ne bougea. La puissante PDG, le concierge sans emploi et l'enfant qui les avait réunis, telles des forces opposées s'affrontant dans une même pièce. La ville bourdonnait derrière les parois de verre, mais à l'intérieur, le monde retenait son souffle. Et pour la première fois, Jacques ne vit pas la femme en couverture des magazines, ni la glace d'Orion Global, mais une personne qui, malgré elle, commençait à écouter. La salle de réunion d'Orion Global avait été conçue pour intimider. Une table en verre poli s'étendait sur presque toute la longueur de la pièce, si impeccable qu'elle reflétait les visages anxieux rassemblés autour d'elle. Les baies vitrées du sol au plafond inondaient la pièce de lumière, rappelant que le pouvoir se trouvait ici et non dans les rues en contrebas. Les cadres s'agitaient dans leurs fauteuils en cuir. Leurs voix étaient vives, sèches, impatientes. Ils étaient habitués aux chiffres, pas aux enfants avec des crayons de couleur. En milieu de semaine, la vidéo virale avait atteint tous les coins d'Internet. Les talk-shows l'ont disséquée, les journalistes la repassaient en boucle et les investisseurs envoyaient des messages nerveux.
demandant l'assurance que leur argent n'était pas lié à un scandale. Et maintenant, le conseil d'administration voulait du sang, quelqu'un à blâmer, quelqu'un à faire taire. C'est un cauchemar en termes de relations publiques, s'écria Collins, responsable de la stratégie d'entreprise. Il frappa du poing sur la surface réfléchissante, faisant trembler les verres d'eau alignés devant eux. Nous ne pouvons pas paraître faibles. Si nous faisons marche arrière, cela créera un précédent. Chaque licenciement deviendra négociable si vous exhibez un enfant devant les caméras en face de lui. Ramirez, responsable des relations publiques, ajusta ses lunettes, le ton glacial mais délibéré. Et si nous doublons la mise, si nous attaquons le récit, alors nous paraîtrons sans cœur. Le monde n'est pas de notre côté, il est de son côté. Cette petite fille est sur tous les écrans en Amérique. Son dessin a été peint sur des pancartes de protestation. Voulez-vous qu'on se souvienne de vous ? Comme le conseil d'administration qui a écrasé la fille d'un concierge. Les arguments fusaient comme des flèches, chacun plus acéré que le précédent. Un cadre s'inquiétait de la fuite des investisseurs. Un autre mettait en garde contre la chute du cours des actions. Un troisième marmonnait à propos de la responsabilité, du précédent, du chaos. La pièce vibrait de leur peur déguisée en indignation. À la tête de la table était assise Victoire Hale, les mains soigneusement jointes, le visage impénétrable. Elle avait déjà entendu tous ces arguments, sous différentes formes et avec des enjeux différents. Mais elle ne les entendait pas maintenant. Elle ne pensait pas au cours des actions ni aux prévisions trimestrielles. Elle pensait à la voix de Lily Miller, douce mais ferme, qui disait « Les règles ne vous réconfortent pas quand vous avez peur. » Elle pensait à Jax Miller, debout dans son bureau, les épaules droites malgré le poids de l'humiliation qui pesait sur lui, disant « Je veux juste travailler pour prendre soin d'elle. » « Mais quelle est notre position officielle ?» demanda Collins, la voix montée par l'exaspération. « Nous avons besoin d'un communiqué de presse, d'une stratégie, de quelque chose. » La salle se tourna vers elle. Des dizaines de regards, perçants et impatients, attendaient que la femme qui avait fait d'Orion Global un empire de verre et d'acier leur rappelle ce qui importait. Le profit, le contrôle, la domination. C'était son rôle. C'était ce qu'ils étaient certains qu'elle leur apporterait. Au lieu de cela, Victoire se pencha légèrement en arrière, le regard froid mais déterminé. « Notre position, dit-elle d'une voix calme, est que les gens comptent, même les concierges. » Ces mots restèrent suspendus dans l'air, plus lourds que tout ce qui avait été dit auparavant. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis le conseil d'administration explosa. Certaines voix s'élevèrent avec indignation, affirmant qu'elle avait perdu la tête. Ce sentiment les ruinerait. D'autres soupirèrent de soulagement, presque reconnaissant que quelqu'un ait enfin dit à haute voix ce que leur conscience leur murmurait dans l'obscurité. Victoire ne broncha pas. Elle n'éleva pas la voix pour discuter ou se justifier. Elle resta simplement assise à la tête de la table étincelante, la ville s'étendant derrière elle, et pour la première fois depuis des années, elle se moquait de ce que disait le bilan. Elle se souciait de la vérité, cette vérité inébranlable et dérangeante qui était entrée dans son hall d'entrée avec un sac à dos rose et le feu dans les yeux. Alors que le conseil se disputait, elle repensa à quelque chose que sa mère lui avait dit un jour lorsque la vie était cruelle et implacable. Certaines choses ne peuvent être mesurées, ni en dollars, ni en règles, mais seulement en fonction du genre de personne que vous décidez d'être. Victoire Hale, la femme faite d'acier et de verre, avait enfin pris sa décision. Et pour une fois, elle avait choisi les gens plutôt que le profit. La vidéo n'était plus seulement un extrait d'une caméra de sécurité. Elle était devenue un symbole, une étincelle qui avait mis le feu à des endroits qu'aucune stratégie de relations publiques ne pouvait atteindre. Dans les ruelles du centre-ville, des artistes peignaient des fresques murales représentant Lily Miller, sa petite main tenant ce dessin au crayon comme un bouclier. Les couleurs étaient vives, enfantines, provocantes. Des inconnus s'arrêtaient pour prendre des photos, les publiant avec des légendes sur la dignité, la vérité, les pères qui travaillaient trop dur pour être jamais vus. Les journalistes se pressaient devant l'immeuble des Miller, caméra à la main, attendant que Jacques sorte. Lorsqu'ils l'ont enfin aperçu, il se tenait debout sur le trottoir fissuré, les petits doigts de sa fille enlacés dans les siens. « Il ne s'agit pas de moi », leur a-t-il dit d'une voix calme mais fatiguée. « Il s'agit de faire ce qui est juste. » Et ça, il a refusé de les laisser faire de lui un spectacle, mais ce refus n'a fait que le rendre plus fascinant. Des lettres ont commencé à l'arrivée au service courrier d'Orion Global. Des notes manuscrites provenant de familles de tout le pays.
Des photos d'enfants tenant des pancartes écrites au marqueur. Mon papa compte aussi. Ma maman compte aussi. Nous comptons. Certaines enveloppes contenaient des dessins qui reflétaient des mensonges, des bonhommes allumettes avec des balais, des aspirateurs, des badges nominatifs, des dessins de parents invisibles mis en lumière par des enfants qui ne savaient pas épeler le mot « entreprise », mais qui comprenaient ce que signifiait être ignoré. Le monde ne se contentait plus d'observer. Il participait. Le soir, dans son penthouse surplombant la ville, Victoire Haïl parcourait les articles. Sa suite était aussi immaculée que son image publique. Tables en verre, marbre froid, œuvres d'art qui évoquaient la richesse plutôt que la chaleur. Elle était assise pieds nus sur un canapé en cuir, un verre de vin intact à côté d'elle, la lueur de sa tablette baignant son visage d'une lumière pâle. Chaque titre semblait plus dur que le précédent. La fille du concierge qui a secoué le monde des affaires américains. Une fillette de 6 ans tient le PDG responsable. Orion Global face à son reflet. Ces mots ne concernaient pas seulement son entreprise. Ils la concernaient elle. Mais ce qui la hantait, ce n'était pas les critiques. Elle avait connu pire. On l'avait décrite comme impitoyable, froide, sans pitié, et elle avait porté ses étiquettes comme une armure. Ce qu'elle ne pouvait ignorer, ce qui la tenait éveillée longtemps après minuit, c'était l'image de Jacques Miller tenant la main de sa fille. La douceur de son regard lorsqu'il la regardait, la chaleur qui se dégageait d'un geste aussi simple. Victoire revint à une image fixe de la vidéo. La main de Jacques, calleuse et rugueuse, enveloppait protectivement celle, plus petite, de Lily, dont le visage était tourné vers lui, débordant de confiance, et son regard croisait celui de Victoire avec quelque chose qu'elle ne pouvait nommer au premier abord. Ce n'était pas exactement de la fierté, ni de la possession, mais quelque chose de plus stable, de plus pur, de la confiance. Elle fixa cette image jusqu'à en avoir mal à la poitrine. Elle essaya de se souvenir de la dernière fois où quelqu'un l'avait regardée ainsi, sans calcul, sans attente, sans arrière-pensée. Elle n'y parvint pas. Sa vie était devenue une forteresse construite d'éloges et de réussites. Les gens l'admiraient, l'enviaient, la craignaient. Mais l'amour, c'était quelque chose qu'elle avait mis de côté depuis longtemps, enfermée dans une pièce où elle n'entrait jamais. Et maintenant, à cause de la fille d'un concierge, cette porte verrouillée vibrait dans ses gonds. Pour la première fois depuis des décennies, Victoire admit quelque chose qu'elle avait enfoui sous des couches de verre et d'acier. Elle était seule, douloureusement, terriblement seule. Le genre de solitude qu'aucune récompense ne pouvait effacer, qu'aucun succès trimestriel ne pouvait masquer. Elle ferma la tablette, mais les images restèrent gravées dans son esprit. Une petite fille avec du feu dans la voix, un père avec une dignité tranquille dans les mains, et un monde qui observait, attendant de voir ce qu'elle ferait ensuite. La ville derrière ses fenêtres scintillait comme toujours, des millions de lumières prétendant être des étoiles. Mais Victoire Haïl ne s'était jamais sentie aussi petite sous leur éclat. La salle à manger des cadres n'était pas destinée à des personnes comme Jacques Miller. Ses lustres ruisselaient de cristal, ses fenêtres encadraient l'horizon comme un portrait vivant, et chaque table brillait comme si elle avait été polie par le poids du pouvoir lui-même. Habituellement, c'était un lieu où l'on chuchotait des accords et où l'on riait prudemment, pas un lieu pour les concierges et leurs filles. Pourtant, en cet après-midi tranquille, Victoire Haïl avait demandé exactement cela. Un déjeuner. Pas de négociation, pas de caméra, pas de membres du conseil d'administration. Juste eux trois à une longue table prévue pour 20 personnes. Le personnel tournait autour, leur chuchotement formant un courant juste en dessous du cliquetis découvert. Ils n'étaient pas habitués à cela. Le PDG dînant avec un homme qui nettoyait autrefois leur bureau et une petite fille aux cheveux attachés en tresse bancale. Mais Lily ne semblait pas le remarquer. Elle était confortablement assise sur sa chaise, balançant ses jambes, grignotant joyeusement une assiette de nuggets de poulet que Victoire avait commandée, surtout lorsqu'elle avait vu que le menu était trop copieux pour l'appétit d'une enfant. Jacques s'était assis plus droit que jamais, sa cravate légèrement de travers, le regard prudent, comme si la pièce pouvait le rejeter à tout moment. Il coupait sa nourriture avec une lente précision, clairement plus soucieux de ne pas se ridiculiser que de savourer son repas. Victoire, en revanche, se déplaçait avec son élégance habituelle, même si son esprit n'était pas concentré sur le saumon rôti devant elle. Elle ne quittait pas des yeux la petite fille qui semblait démanteler tous les murs qu'elle avait construits par sa simple présence. Au milieu du repas, Lily leva les yeux, les doigts couverts de miettes, et posa la question qu'aucun journaliste, aucun investisseur, aucun rival n'avait jamais osé poser.
Tu as un papa ?» La fourchette s'arrêta à mi-chemin de la bouche de Victoire. Pendant un instant, son sang-froid habituel vacilla. Elle la baissa lentement, gagnant du temps. Mais le regard de Lily était inébranlable, innocent dans sa curiosité, mais suffisamment perçant pour transpercer ses défenses. « J'en avais un », répondit finalement Victoire. Sa voix était calme, mais elle avait un hoquet qu'elle ne pouvait dissimuler. « Il est parti quand j'avais ton âge. » Lily fronça les sourcils, comme si cette réponse seule était inacceptable. « Alors, qui te lisait des histoires avant de dormir ?» La pièce sembla se crisper autour de cette question. Même Jacques se figea, son couteau posé contre son assiette. Victoire sentit sa gorge se serrer. Elle fixa les motifs argentés de la nappe, cherchant un refuge, mais il n'y en avait pas. Personne, admit-elle, la voix plus douce maintenant, dépouillée de son habituelle fermeté. Le silence enveloppa la table. Les chuchotements du personnel cessèrent. Même la ville à l'extérieur semblait s'être figée. Jacques baissa les yeux, mais pas avant que Victoire n'aperçoive une lueur dans son regard. Ce n'était pas de la pitié, mais de la reconnaissance, comme s'il comprenait ce que signifiait grandir en portant le poids de l'absence de quelqu'un qui aurait dû rester. Puis, avec la certitude simple que seul un enfant peut avoir, Lily fit glisser le biscuit de son assiette à travers la table. « Tu peux emprunter mon papa parfois », dit-elle. « Il raconte très bien les histoires. » Jacques faillit laisser tomber sa fourchette. Sa poitrine se serra, à la fois de fierté et de douleur. Il ouvrit la bouche pour lui répondre gentiment, mais les mots restèrent coincés. Victoire cligna des yeux avec force, son masque parfaitement sculpté se fissurant alors que sa vision se brouillait. Des larmes chaudes et indésirables menaçaient de couler au coin de ses yeux. Elle avait construit sa vie sur le refus de pleurer, sur la conviction que les larmes étaient une monnaie qu'elle ne pouvait se permettre. Et pourtant, ici, au milieu de la salle à manger des cadres, avec la ville à ses pieds et le pouvoir soigneusement accumulé en sa faveur, elle se sentait bouleversée par la générosité d'une enfant qui lui offrait ce qu'elle n'avait jamais osé demander. Elle déglutit, se ressaisit et parvint à esquisser un faible sourire. « C'est très gentil de ta part », murmura-t-elle. Lily sourit, satisfaite, et retourna à ses nuggets comme si elle n'avait pas venu de secouer les fondations d'une femme qui se croyait inébranlable. Jacques jeta un coup d'œil à Victoire, ne sachant pas quoi dire. Mais dans ses yeux, vitreux, vulnérables, il vit quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé. Pas la PDG qui avait signé les papiers supprimant son emploi, pas la femme que le monde dépeignait comme étant d'acier et de verre, mais une personne fragile et humaine, se souvenant enfin de ce que l'on ressentait lorsqu'on aspirait à quelque chose d'aussi simple qu'une histoire avant de s'endormir. Les assiettes avaient été débarrassées, même si personne n'avait beaucoup mangé après les questions surprenantes de Lily. La salle à manger semblait plus calme à présent, presque solennelle, les lustres au-dessus scintillant d'une lumière douce plutôt que de leur éclat habituel. Jacques était assis, raide, les mains calleuses posées sur la table, ne sachant toujours pas s'il avait sa place dans une pièce comme celle-ci. Lily balançait ses jambes depuis sa chaise, fredonnant doucement, des miettes de biscuits encore collées à ses doigts. Et Victoire Hyle, la femme qui commandait des gratte-ciel et faisait la une des journaux, les observait tous les deux comme si quelque chose en elle avait trouvé une réponse à laquelle elle ne s'attendait pas. Elle se pencha en avant, d'un ton calme mais ferme. « Jacques, dit-elle en le regardant fixement, je veux vous proposer de reprendre votre poste. » Le soulagement envahit le visage de Jacques avant qu'il ne puisse le retenir, ses épaules s'affaissant comme s'il retenait son souffle depuis le jour où il avait porté cette boîte contenant ses affaires hors du bâtiment. Mais avant que la gratitude ne puisse s'échapper de ses lèvres, Victoire leva la main, l'arrêtant doucement. « Pas en tant que concierge, continua-t-elle, mais en tant que responsable des installations, avec tous les avantages sociaux, un salaire correct et de la flexibilité pour Lily. » Les mots restèrent suspendus dans l'air, lourds et irréels. Jacques cligna des yeux, ouvrit et ferma la bouche, mais aucun son ne sortit. Pour un homme habitué à ravaler ses déceptions, ce moment semblait trop beau pour être vrai. Il se pencha légèrement en arrière, la voix à peine plus forte qu'un murmure. « Pourquoi moi ?» Le regard de Victoire s'adoucit. La réponse vint lentement, avec précaution, mais sans hésitation. « Parce que vous ne vous êtes pas contenté de nettoyer les sols, Jacques. Vous avez instauré la sécurité. Vous avez instauré la confiance. Ce bâtiment ne brillait pas grâce au verre et au marbre. Il brille parce que quelqu'un s'est soucié de le mener à bien. Vous vous en êtes soucié. » Elle jeta un coup d'œil à Lily, qui était appuyée contre le bras de son père, les yeux écarquillés d'attente. « Et parce que votre fille m'a rappelé que la grandeur ne se porte pas toujours en costume. » Les mains de Jacques tremblaient sur la table. Il n'avait pas l'habitude d'être vu, pas comme ça.
Pendant 12 ans, il avait été une ombre se déplaçant silencieusement en marge du pouvoir. Et voilà que la PDG elle-même lui ôtait l'invisibilité dans laquelle il avait vécu. C'était presque trop. Sa gorge se serra et il se surprit à fixer le verre poli à côté de lui, juste pour éviter de se noyer sous le poids de ses mots. Lily eut un grand sourire, sa petite voix rompant le silence. « Je te l'avais dit, papa », murmura-t-elle fièrement. « Tu avais juste besoin de briller là où les gens pouvaient te voir. » Jacques se tourna vers elle, les yeux humides, les lèvres serrées dans un effort pour se contrôler. Il tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son front, sa main tremblant contre la douceur de sa peau. « Tu es plus courageuse que moi », dit-il doucement. Victoire surprit leur échange et quelque chose remua à nouveau dans sa poitrine, une douleur dont elle n'avait pas réalisé qu'elle l'attendait. Elle repensa à sa propre enfance, aux nuits sans histoire pour s'endormir, sans main douce pour lui écarter les cheveux. En les regardant, elle ressentit à la fois de l'envie et de la nostalgie, mais aussi autre chose, du respect. Jacques finit par la regarder. « Je ne sais pas quoi dire. »« Tu n'as rien à dire, » répondit Victoire. « Accepte simplement notre offre. Laisse-nous réparer ce que nous avons cassé. » Pour la première fois depuis qu'il était entré dans son bureau, Jacques s'autorisa un petit sourire. Inégal, brut, mais réel. « Merci », murmura-t-il, même si ces mots lui semblaient trop insignifiants pour le moment. Lily applaudit une fois, ravie, comme si elle n'avait rien attendu de moins. « Ça veut dire qu'on peut aller manger une glace après ?» demanda-t-elle, sa voix traversant le poids de la pièce comme la lumière du soleil à travers les nuages d'orage. Jacques rit d'un rire rauque mais sincère, et Victoire se surprit à sourire elle aussi. Un sourire qui n'était ni répété ni calculé, mais né de la rare vision de quelque chose de vrai. Pour la première fois depuis longtemps, la salle à manger ne ressemblait plus à une forteresse de richesse. Elle ressemblait à un endroit où quelque chose de nouveau venait d'être construit, non pas avec du verre ou de l'acier, mais avec la confiance, offerte et acceptée autour d'une table destinée au pouvoir. Greg Marsh ne prit pas la peine de frapper. Les lourdes portes vitrées du bureau de Victoire Hale s'ouvrirent violemment vers l'intérieur, cognant contre la butée. Son visage était rouge, sa mâchoire serrée, son costume sur mesure ressemblait plus à une armure qu'à un vêtement. Les papiers tremblaient dans sa main, mais même lui ne savait pas si c'était à cause de la colère ou de la peur. « Vous ne pouvez pas faire ça », cracha-t-il, ces mots tranchant le silence de la vue depuis le 40e étage. Victoire leva les yeux de son bureau avec le calme d'une femme qui a vu des tempêtes tenter de la renverser sans y parvenir. Elle ne broncha pas, elle ne cligna même pas des yeux. Son stylo resta brièvement suspendu au-dessus de la page qu'elle était en train de signer avant qu'elle ne le pose délibérément. « Faire quoi, Greg ?» demanda-t-elle d'une voix posée, dont le calme lui donnait plus de poids. Greg jeta le dossier sur son bureau. « Promouvoir un concierge SAP tout ce que nous défendons. Superviseur des installations, avantages sociaux, flexibilité. Ce n'est pas la semaine de la charité, Victoire. C'est Orion Global. » Victoire se cala dans son fauteuil, dont le cuir grinça doucement. Elle le regarda comme elle aurait regardé un adversaire aux échecs qui aurait surjoué sa main. « Et que défendons-nous exactement, Greg ?» demanda-t-elle d'un ton si tranchant qu'il aurait pu couper l'air. Des feuilles de calcul, des marges bénéficiaires ou des personnes. Le silence s'installa entre eux. Greg hésita une fraction de seconde, puis se ressaisit, haussant la voix pour combler le vide. L'image compte. Le conseil d'administration est déjà nerveux après la vidéo. Si nous faisons de cet homme un symbole, si nous validons le geste de sa fille, cela envoie un mauvais message. Cela montre au monde que les émotions peuvent dicter la politique. Cela montre aux employés que les larmes sont plus fortes que les contrats. Le regard de Victoire se durcit. « Et peut-être que c'est le cas », dit-elle simplement. Greg cligna des yeux, stupéfait. « Excusez-moi, pendant des années, nous nous sommes cachés derrière des chiffres et avons appelé cela de la force. » Victoire continua, sa voix gagnante en intensité. Non pas en volume, mais en force. Mais la vérité importe plus que les apparences. Et la vérité, c'est qu'une petite fille avec des crayons de couleur a fait preuve de plus de courage dans notre hall d'entrée que la plupart d'entre nous dans cette salle de réunion. Greg serra les lèvres, les jointures de ses doigts blanchissant alors qu'il agrippait le dossier d'une chaise. « Ce n'est pas toi, siffla-t-il. Ce sentimentalisme. On ne bâtit pas d'empire en se laissant aller à des histoires sentimentales. Tu as bâti cette entreprise en étant intouchable, impitoyable. Et regarde où cela nous a menés. » Victoire craqua, son sang-froid se fissurant juste assez pour révéler le feu qui brûlait en elle. Un empire de verre, où la voix d'un enfant suffisait à le briser.
Peut-être avait-il besoin d'être brisé. Pour la première fois de sa carrière, elle ne jouait pas aux échecs. Elle ne manœuvrait pas, ne calculait pas, n'organisait pas les 3 prochains coups. Elle jouait dur, sans retenue et sans défense. Greg se redressa, la mâchoire serrée. Il n'avait pas l'habitude de perdre du terrain, surtout pas dans ce bureau. Le conseil d'administration ne soutiendra pas cela. Les investisseurs ne soutiendront pas cela. Et quand tout s'écroulera, ne dites pas que je ne vous avais pas prévenu. Victoire se leva de sa chaise. Elle était plus grande que dans son souvenir. Ou peut-être était-ce simplement le poids de sa conviction qui rendait sa présence si imposante. Elle contourna le bureau, ses talons claquant sur le marbre, jusqu'à se retrouver face à lui. « Qu'ils ne le soutiennent pas, dit-elle froidement. Je ne bâtirai pas mon héritage sur le silence et la peur. Si cette entreprise ne peut pas défendre les gens, alors elle ne défend rien. » Greg pinça les lèvres. Il rassembla ses papiers avec une précision saccadée et fit demi-tour. La porte claqua derrière lui, laissant le bureau imprégné de l'écho du conflit. Victoire resta immobile, regardant la ville à travers la vitre. Elle savait que Greg ne s'arrêterait pas là. Il était trop ambitieux, trop menacé par tout ce qu'il ne pouvait contrôler. Il chuchoterait à l'oreille des gens, sèmerait le doute, rallierait la résistance. Le changement ne venait jamais sans ennemis, mais pour la première fois de sa vie, Victoire n'avait pas peur d'eux. Elle se sentait vivante. L'auditorium sentait légèrement le café frais et le bois ciré, le genre d'espace habituellement réservé aux mises à jour trimestrielles et aux discours soigneusement répétés sur la croissance et l'efficacité. Des rangées de chaises s'étendaient vers la scène, remplies de cadres en costumes repassés, d'assistants serrant des blocs-notes, de nettoyeurs encore en uniforme et de personnel provenant de tous les coins du bâtiment. Orion Global ne se réunissait pas souvent ainsi. Aujourd'hui, l'ambiance était différente, électrique, pleine d'attente. Victoire Isle se tenait sur le côté de la scène, le dos droit, le regard impénétrable. Elle avait pris la parole en premier avec une brève introduction et des mots d'une douceur inhabituelle, expliquant pourquoi elle les avait tous réunis. Puis elle s'était tournée vers Jacques Miller et lui avait fait signe de la tête. « Voulez-vous monter ?» Jacques sentait ses jambes lourdes tandis qu'il gravissait les marches. Il n'était pas habitué aux scènes, aux projecteurs, aux salles remplies de gens attendant d'entendre sa voix. Son costume, emprunté à son voisin qui avait insisté pour qu'il ne se présente pas dans son uniforme de maintenance, était légèrement trop grand pour lui. Ses chaussures étaient éraflées, ses paumes moites. Il regarda la foule, ces visages qui l'avaient croisé pendant des années sans jamais vraiment le voir, et sentit le poids du silence peser sur lui. Il s'éclaircit la gorge une fois, puis une autre, le micro captant le moindre son. « Je suis invisible ici depuis longtemps », commença-t-il, la voix d'abord rauque, mais assurée. Mais l'invisibilité ne signifie pas que l'on cesse de se soucier des autres. La salle était silencieuse, dans l'attente. Le regard de Jacques balaya la foule, s'attardant sur des personnes qu'il avait croisées d'innombrables fois. Des cadres qui n'avaient jamais appris son nom, des assistants qui lui avaient souri poliment, mais s'étaient dépêchés de passer, des concierges qui lui avaient fait un signe de tête et partagé son silence. Il prit une inspiration. Chaque sol que j'ai lavé, chaque ampoule que j'ai changée, je l'ai fait parce que je croyais que les gens méritaient des lieux de travail sûrs et propres, non pas parce que c'était prestigieux, mais parce que c'était important. Un murmure parcourut la salle, non pas de désaccord, mais de reconnaissance. Un changement subtil, alors que ces mots atteignaient des endroits que les chiffres ne pourraient jamais atteindre. Le regard de Jacques se posa sur le premier rang, où Lily était assise, balançant ses jambes, ses baskets roses formant une tache lumineuse sur le tapis sombre. Elle le regardait avec cette confiance farouche et inébranlable qui l'avait conduite dans le hall d'entrée ce matin-là. Cette confiance qui avait bouleversé leur vie. Il sentit sa gorge se serrer, mais il continua. « Ma fille m'a rappelé quelque chose que j'avais oublié, » dit-il, la voix étranglée. « Elle m'a rappelé que même quand personne ne vous voit, l'amour vous voit. Et parfois, cela suffit pour tout changer. » Un silence s'installa après ces paroles, le genre de pause qui donne l'impression que le monde entier retient son souffle. Puis, lentement, il se rompit. Des applaudissements ont commencé à l'arrière, se propageant vers l'avant comme une vague. Ce n'étaient pas les applaudissements polis, réservés aux discours obligatoires, mais quelque chose de plus profond, de plus sincère, de plus tonitruant, de plus vivant. Les gens se sont levés un par un, jusqu'à ce que toute la salle soit debout. Jacques s'a dégluti, la poitrine serrée d'une douleur à la fois douloureuse et libératrice. Pour une fois, il n'était pas l'homme qui balayait discrètement en arrière-plan. Pour une fois, l'homme invisible n'était plus invisible. Victoire observait depuis le côté, les mains jointes, les yeux brillants d'une lueur qu'elle n'avait pas montrée depuis des années.
de la fierté peut-être, ou peut-être du soulagement. Elle savait que ce moment ne concernait pas seulement Jacques. Il concernait toutes les personnes qui avaient été rabaissées, qui avaient porté un lourd fardeau en silence, à qui on avait dit que leur travail était invisible, alors qu'en réalité, il était le fondement qui maintenait tout ensemble. Sur scène, Jacques s'éloigna du micro, submergé par le bruit qui montait autour de lui. Il ne salua pas, ne fit pas de signe de la main, ne se délecta pas de l'instant. Il se contenta de regarder Lily, qui lui souriait de tout son visage, et il lui rendit son sourire. Cela suffisait. Les applaudissements continuaient de retentir, remplissant chaque recoin d'Orion Global de la vérité qu'une enfant les avait tous forcés à entendre. Les gens comptent. Les applaudissements de la réunion du personnel résonnaient encore faiblement dans les oreilles de Victoire lorsqu'elle retourna dans son bureau. Les murs de verre reflétaient la lumière déclinante de l'après-midi, projetant des ombres sur le sol poli. Elle ferma doucement la porte derrière elle, le silence soudain pesant comme un poids. Jacques la suivait à quelques pas, incertain, son costume emprunté encore froissé par la nervosité, le visage encore rouge de l'ovation qu'il n'avait pas su accueillir. Lily était partie avec une gentille secrétaire pour aller chercher des glaces, les laissant tous les deux dans un silence qu'aucun des deux ne savait vraiment comment rompre. Victoire se dirigea vers la fenêtre, ses talons claquant sur le sol, et posa ses mains sur la vitre. La ville s'étendait sous leurs yeux, infinie et scintillante, mais pour une fois, elle ne se sentait pas plus grande qu'elle. Elle se sentait plus petite, fragile, comme si le verre pouvait se briser sous ses doigts. Sans se retourner, elle dit doucement « Vous devez savoir quelque chose, Jacques. Votre fille m'a sauvé, moi aussi. » Il fronça les sourcils, perplexe, le front plissé. « Vous a sauvé ?» Elle se retourna alors, et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, sa posture n'était pas parfaite. Son masque n'était pas en place. Ses épaules s'affaissaient légèrement, ses yeux étaient plus doux, fatigués. « La solitude a tendance à endurcir les gens, dit-elle. Je l'ai laissé m'endurcir. J'ai cessé de croire en la gentillesse il y a longtemps. J'ai cessé de lui faire confiance. Chaque fois que je pensais pouvoir le faire, cela me coûtait quelque chose. J'ai donc appris à tout garder à l'écart. L'amour, la confiance, la douceur. Parce que c'était plus sûr ainsi. Le succès est devenu plus facile que les gens. » Jacques ne dit rien, mais le poids de son silence emplit la pièce. Elle continua, d'une voix plus basse, presque fragile. « Mais quand Lily est entrée dans ce bâtiment avec ce dessin, exigeant d'être entendue, elle m'a rappelé celle que j'étais autrefois. J'étais autrefois une petite fille qui voulait aussi de l'amour et je l'ai enterrée. Je me suis dit qu'elle n'avait pas d'importance si je voulais survivre. » Cette confession les fit trembler tous les deux. Victoire eut la gorge serrée, mais elle refusa de détourner le regard. Elle avait affronté des juges, des investisseurs, des rivaux, sans jamais faiblir. Pourtant, face à un concierge qui avait passé la majeure partie de sa carrière à nettoyer ses sols, elle se sentait plus vulnérable qu'elle ne l'avait été depuis des décennies. Jacques finit par bouger, s'installant dans le fauteuil en face de son bureau. Il ne l'interrompit pas, n'essaya pas de remplir le silence de mots vides. Il se contenta de la regarder, et dans son regard, il n'y avait ni jugement, ni triomphe, seulement une compréhension silencieuse. Ce silence brisa quelque chose en elle. Elle déglutit, la voix rauque. Je ne réalisais pas à quel point j'avais besoin qu'on me rappelle que les gens ne sont pas des numéros, que je ne suis pas seulement cela. Elle fit un geste vague vers le bureau, vers la vue imprenable, vers l'empire qu'elle avait passé sa vie à construire. J'ai été une icône pendant si longtemps que j'ai oublié ce que cela signifiait d'être simplement humaine et ta fille. Elle secoua la tête, un sourire rare et impuissant effleurant ses lèvres. Elle est entrée et a abattu tous les murs que je croyais infranchissables. Jacques se pencha légèrement en arrière, le regard fixe, l'expression indéchiffrable mais pas froide. Il savait ce que c'était que de porter la solitude, de s'armer de silence. Il n'avait pas besoin de le dire. Elle le voyait en lui. Son silence n'était pas un rejet, c'était une reconnaissance. Pour la première fois depuis des décennies, Victoire sentit le poids de sa propre humanité s'installer sur ses épaules. Non pas comme une faiblesse, mais comme quelque chose dont elle avait été privée pendant trop longtemps. À cet instant, elle n'était pas une PDG, ni une icône, ni une vedette, juste une femme qui avait attendu trop longtemps d'être vue. Elle expira lentement et baissa les yeux. « Alors, oui, dit-elle doucement, votre fille vous a sauvé, mais elle m'a sauvé aussi. » La pièce était à nouveau silencieuse, mais cette fois, ce n'était pas un silence pesant. C'était un silence plein. Et pour la première fois, Victoire Haïl se permit de croire qu'elle n'avait pas à affronter ce silence seule. Les mois passèrent et Orion Global ne semblait plus être la même entreprise. L'atmosphère dans le bâtiment avait changé.
non pas parce que les sols en marbre brillaient davantage ou que les tours de verre captaient plus de lumière, mais parce que les gens se déplaçaient différemment dans les couloirs. Il y avait des rires là où il n'y avait auparavant que des pas précipités. Il y avait des conversations entre ceux qui se croisaient autrefois comme des ombres. Les murs étaient toujours aussi hauts. Le plafond était toujours aussi haut, mais quelque chose de plus chaleureux y vivait désormais. Les politiques ont d'abord changé de manière subtile. Le personnel de nuit a bénéficié pour la première fois d'une couverture santé. Les salles de pause, autrefois vides et oubliées, ont été réaménagées et réapprovisionnées. L'équipe d'entretien n'était plus cachée au sous-sol. Leur salle de repos donnait sur les toits de la ville, la même vue que les cadres s'étaient autrefois réservés. Les départements qui avaient été séparés par le pouvoir se réunissaient désormais dans des forums ouverts, leurs voix se mêlant là où elles auraient autrefois été réduites au silence. Au centre de tout cela se trouvait Jacques Miller. Son costume lui semblait encore un peu étranger, mais son rôle ne l'était plus. En tant que responsable des installations, il portait un nouveau badge, mais sa fierté ne venait pas de son titre, mais plutôt de ce qu'il en faisait. Il encadrait les jeunes employés, des hommes et des femmes qui lui rappelaient ce qu'il était il y a 10 ans, discrets, ignorés, prêts à disparaître dans les recoins d'un monde qui ne les voyait jamais. Jacques leur apprenait que la dignité n'était pas liée à un bureau ou à un titre. Elle résidait dans le soin que l'on apportait à son travail, dans la façon dont on laissait une pièce plus sûre et plus agréable qu'on ne l'avait trouvée. Victoire Hale avait également changé. Elle se rendait souvent dans l'aile de maintenance, non pas avec un bloc-notes à la main, non pas pour exiger des mises à jour, mais simplement pour écouter. Parfois, elle entrait et trouvait Jacques entouré d'employés qui échangeaient des anecdotes, et elle s'attardait à l'écart, se contentant d'entendre des voix qui autrefois ne l'auraient jamais atteinte. D'autres fois, elle s'asseyait tranquillement avec une tasse de café, et les employés se joignaient à elle comme si elle n'était pas différente d'eux. Pour une femme qui avait autrefois prospéré en étant intouchable, elle avait découvert la force tranquille du contact, des poignées de main, des rires, de la présence. Et puis, il y avait Lily, la petite fille aux tresses tordues et au sac à dos rose, qui était devenue une sorte de légende entre les murs de verre. Les cadres l'arrêtaient dans le couloir pour lui poser des questions sur ses dessins, et les employés s'illuminaient lorsqu'ils entendaient son rire résonner dans le hall. Elle n'avait ni titre ni responsabilité. Pourtant, elle était devenue la mascotte officieuse d'Orion Global, un rappel de l'importance des changements, un rappel de ce qui avait tout déclenché. Un après-midi, le bâtiment était baigné de la lueur orange du soleil couchant. Les tours de verre scintillaient et le hall reflétait la lumière dans des tons dorés et chaleureux. Jacques se tenait de l'autre côté du hall avec un groupe d'employés. Son rire portait facilement, profond et libéré d'un poids qu'il n'avait pas connu depuis des années. Il semblait à l'aise, comme un homme qui avait enfin trouvé sa place. Lily tira doucement sur la manche de Victoire. Elle se tenait à côté d'elle, un carnet de croquis à la main, griffonnant comme toujours. Victoire baissa les yeux, et les grands yeux de Lily la regardaient avec la même curiosité qui avait autrefois fait tomber les murs d'une forteresse d'acier. « Es-tu heureuse maintenant ?» demanda Lily d'une voix douce mais assurée. La question prit Victoire au dépourvu. Ce n'était pas le genre de question que lui posaient les investisseurs, les journalistes ou les membres du conseil d'administration. Elle ne concernait pas la croissance, le pouvoir ou l'image. Elle concernait quelque chose qu'elle ne s'était pas autorisée à nommer depuis des années. Elle tourna son regard vers Jacques, le regardant taquiner l'un des jeunes employés, le sourire sincère, les épaules libérées du poids qu'il avait autrefois courbé. Elle vit la façon dont les gens se penchaient vers lui, non pas à cause de son travail, mais à cause de sa présence, et alors, pour la première fois depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait s'en souvenir, Victoire sourit. Pas le sourire répété qui avait orné les couvertures des magazines, pas le sourire stratégique qu'elle utilisait dans les négociations. Un vrai sourire, celui qui venait du plus profond d'elle-même, sans artifice. « Oui », murmura-t-elle à Lily, « parce que quelqu'un m'a enfin appris que l'amour peut faire briller même les plus hautes tours. » La petite fille sourit et glissa sa main dans celle de Victoire. Ensemble, elles restèrent debout dans la lumière déclinante, regardant un bâtiment qui symbolisait autrefois le pouvoir devenir quelque chose de bien plus grand, d'humain. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour partager vos impressions dans les commentaires. Où dans le monde êtes-vous en train de la regarder? Et n'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire de demain vous rappellera à quel point l'amour et le courage peuvent être puissants.